Bienvenue dans la semaine de l'écho. Face à la deuxième vague de coronavirus, la France se reconfine. Commerce non essentiel fermé, interdiction de sortir chez soi sauf en cas d'impératif. Une différence majeure quand même avec le printemps dernier. Écoles, collèges, lycées et maisons de retraite resteront ouverts. Quel coût pour l'économie? Quelles mesures d'accompagnement? On en parle à distance avec mes invités. Benjamin Coriat, professeur à Paris 13 et membre des économistes atterrés. Boris Lombard, président de KSB France, fabricant de pompes et de robinetterie industrielle. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. La France reconfinée tente de limiter la casse économique. Ce jeudi, le gouvernement a détaillé les restrictions et mesures d'accompagnement. Les précisions de Sophie Samaï. Reconfiner la population sans confiner l'économie, c'est le pari du gouvernement pour faire face à cette deuxième vague de Covid-19. Mais le Premier ministre l'assure, cette fois, le gouvernement a su tirer les enseignements nécessaires pour limiter les dégâts sur l'économie du pays. Je le dis clairement, il n'y a pas d'autre solution. Pour autant, les modalités et le contour de ce nouveau confinement ne seront pas ceux de mars, car nous avons appris de la première vague et nous en tirons les enseignements. Certains commerces comme les magasins d'outillage ou de jardinerie pourront rester ouverts, tout comme les chantiers BTP et les usines. Mais pour les commerces dits non essentiels, la boutique doit fermer et leur personnel ne pourra compter que sur ces aides gouvernementales. Chômage partiel, exonération de cotisations sociales, fonds de solidarité et prêts garantis par l'État. Les dispositifs utilisés au mois de mars sont reconduits, mais pour des montants bien supérieurs et pour davantage d'entreprises. Toutes les entreprises et tous les commerces qui sont fermés par décision administrative pourront recevoir une indemnisation allant jusqu'à 10 000 €. Cela concernera les entreprises non plus jusqu'à 10, mais jusqu'à 50 salariés. Peu importe le secteur d'activité, peu importe le secteur géographique. Au total, ce sont près de 15 milliards d'euros par mois de confinement qui sont mis sur la table pour leur assurer une continuité économique. Un montant qui pourrait être revu à la hausse si nécessaire. Benjamin Coriat, nous avons appris de la première vague, nous dit le Premier ministre Jean Castex. Avec ces mesures, le gouvernement impose un télétravail 5 jours sur 5, vise une chute de l'activité de 15%. C'est 2 fois moins que lors de la première vague. Est-ce que vous y croyez ? Écoutez, je pense qu'il est très difficile de faire des évaluations précises et chiffrées aujourd'hui. Maintenant, je pense que probablement, oui, les effets économiques seront moins graves que pendant la période précédente. Je pense que le gouvernement clairement fait un effort pour essayer d'amortir le choc. Maintenant, il est à craindre qu'il y ait de nombreuses professions, entreprises, etc., qui passent à travers les mailles du filet et qui ne soient pas protégées. Donc j'espère que le processus est évolutif et qu'on pourra tenir compte un peu de tout ce qui n'a pas pu être prévu au moment où le plan a été lancé. Alors c'est ce que prévoit justement le gouvernement, de faire évoluer ces mesures au fil de l'eau, des aides qui sont renforcées, élargies. On va en voir le détail, aussi bien en ce qui concerne le fonds de solidarité pour les entreprises que pour l'activité partielle, pour les exonérations salariales également, de cotisations sociales, et 1 milliard pour la prise en charge d'une partie des loyers. Au total, ce sont 15 milliards d'euros qui seront dépensés par mois. Est-ce suffisant, Benjamin Coriat, pour sauver ces commerces dits non essentiels qui sont déjà particulièrement fragilisés par la première vague ? Écoutez, c'est très difficile à dire. Moi, j'aurais tendance à penser que non, malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Il faut bien voir quand même que la première vague de confinement a laissé 1 million de pauvres, a laissé des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, si on compte les très petites entreprises, sur le carreau. Parce que dans beaucoup de cas, il s'agissait simplement d'un report de charges. Alors j'ai bien entendu que là encore, on va reporter d'une nouvelle année, mais pour beaucoup d'entreprises sans revenus, pendant toutes ces périodes, ça risque de ne pas être suffisant, les reports de charges. D'autant que ce n'est pas sûr que la consommation elle reparte aussi fort qu'après le premier confinement. Oh, mais moi je suis à peu près persuadé que ça ne sera pas le cas, parce que d'abord il y aura encore des baisses de revenus,
Et ensuite, il y aura de nouveau de l'épargne de précaution. Après 2 confinements successifs, les gens vont devenir extrêmement prudents, même ceux qui disposent d'une épargne, ce qui n'est pas le cas de tous. Boris Lombard, vous êtes industriel, on l'a dit, les magasins de matériaux, d'outillage resteront ouverts, les mairies continueront de délivrer des permis de construire. Tout est fait pour que les chantiers se poursuivent. Le secteur, on se souvient du BTP, mais aussi de l'industrie, avait été fortement pénalisé lors du premier confinement. C'est une bonne chose, selon vous ? Je crois que c'est une bonne chose parce que ça permet en tout cas à l'écosystème de fonctionner. L'entreprise dans laquelle je travaille est une entreprise qui a besoin de fournisseurs parfois locaux, qui a besoin de clients également, alors à 80% à l'export, mais 20% tout de même en France. Et donc le fait que tout le monde travaille, c'est une garantie supplémentaire que les commandes vont suivre et que finalement pour toute cette chaîne B2B, c'est-à-dire cette chaîne d'entreprises qui travaille avec d'autres entreprises, l'activité va se poursuivre. Alors, votre entreprise, elle est à l'origine allemande. Vous l'avez dit, 80% de son chiffre d'affaires se fait à l'export. C'est 2,4 milliards d'euros, le chiffre d'affaires. Vous êtes présent en France, en Inde, en Corée. Dans quelle mesure cette crise sanitaire, mais également la baisse du prix du pétrole, vous impacte ? Alors, il nous impacte évidemment à différents niveaux. En France, on est présent avec 4 usines qui exportent 80% de leur production. Et nous avons une chance quand même extraordinaire, c'est que nous avons des activités très diverses et variées. Nous basons sur divers modèles économiques, ce qui fait la résilience de l'entreprise. Néanmoins, notamment sur tous les projets d'infrastructure, et à plus forte raison dans le domaine du gaz et du pétrole, qui est non seulement impacté par le Covid, mais également par la réduction du prix du pétrole, qui est à peu près la moitié de ce qu'il était l'année dernière. Dans ce secteur particulier, les investissements ne sont pas annulés, ils sont repoussés. Donc il y a à peu près une grosse année de vaches maigres à tenir avant de retrouver des niveaux de demande acceptables. Quelles sont vos craintes d'industriels face à cette pandémie, disons, à plus long terme ? Alors, je crois que la demande reviendra. Je pense qu'il y a des besoins d'infrastructures. Nous, on est très présents, notamment dans la chaîne LNG sur le domaine du pétrole et du gaz, donc gaz naturel liquéfié, tout le fret maritime, pour résumer, va devoir se convertir, pour des raisons d'ailleurs environnementales, petit à petit, du fuel au gaz naturel liquéfié. Il y a énormément d'investissements d'infrastructures pour construire tout simplement ce qui s'apparente, pour faire court, à des stations-service du gaz naturel liquéfié dans les ports. Donc je crois que cette tendance va se confirmer. Il n'y a aucun doute sur la reprise de la demande. La question, c'est quand. Et je veux à ce titre saluer d'ailleurs les mesures de chômage partiel longue durée, qui sont une des solutions qu'apporte le gouvernement pour pouvoir passer cette année difficile qui nous attend. Cette année, effectivement, vous avez dit, la question c'est quand, et ça c'est une grande inconnue. Benjamin Corriat, on ressent par ailleurs une fatigue chez les soignants face à cette deuxième vague qui s'annonce encore plus forte que la première, et ce malgré ces mesures annoncées en juillet du Ségur de la santé, 7,5 milliards d'euros pour les soignants via des hausses de salaire, malgré la réouverture de 4 000 lits et la reprise de la dette hospitalière par l'État. Pourquoi, selon vous, malgré ces mesures, pourquoi ces mesures ne sont estimées comme n'étant pas à la hauteur ? Oui, pour les soignants, et en général les gens du monde de l'hôpital ou de la santé, elles sont très très insuffisantes et en partie mal ciblées ou insuffisamment ciblées. Bon, il se trouve que j'ai l'occasion de travailler assez régulièrement avec des professionnels de la santé. Ils ont été extrêmement déçus par le Ségur de la santé, parce qu'au-delà des effets d'annonce, il y a une partie des moyens annoncés qui l'avaient été de toute façon à l'avance. La vraie question, c'est celle de l'organisation de l'hôpital. Depuis une vingtaine d'années, à travers la T2A, à travers le New Public Management, etc., on a introduit la tarification à l'acte, des nouvelles formes de gestion de l'hôpital où les administratifs et les comptables ont pratiquement tout le pouvoir. On a introduit des formes de gestion de l'hôpital qui ont dépossédé
les soignants de leur pouvoir et presque de leur métier. Hein. On les a transformés, comme le dit si bien l'expression, tarification à l'acte, en des agents effectuant des actes qui sont eux-mêmes tarifés. Voilà, donc ils avaient perdu un peu le sens de leur métier. Le Covid, la première vague, leur a permis de reprendre le pouvoir d'une certaine manière et de réexercer pleinement leur métier. Ils ont eu souvent des face-à-face difficiles avec leur direction administrative en leur disant « maintenant vous nous laissez faire, maintenant c'est grave, maintenant c'est sérieux ». Et les directions les ont laissés faire. Et donc ils ont retrouvé le sens du métier. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont été mobilisés admirablement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, mais c'est plus du tout le cas. Il y a eu, après le Ségur, il y a eu quelques moyens distribués, qui s'avèrent d'ailleurs tout à fait insuffisants. Et puis, il y a une reprise du pouvoir et une reprise de l'ordre. Et donc, ils sont totalement découragés. Boris Lombard, on entend beaucoup de critiques en France sur la gestion de cette crise, sur la gestion de l'hôpital également. Vous qui êtes installé en France et en Allemagne, comment vous voyez les choses en Allemagne, par exemple, comparativement à la France ? Très rapidement, il nous reste une minute. Alors, en ce qui concerne les mesures, elles sont similaires. Hein. Il y a des PGE en Allemagne, il y a des aides aux petites entreprises qui ont été annoncées cette semaine. Il y a une différence à la fois de taux d'infection tout de même. En Allemagne, il y a 15 000 nouvelles infections par jour. Nous sommes à près de 50 000 en France. Donc la gravité de la situation n'est pas la même, ce qui peut expliquer que les mesures diffèrent légèrement. En Allemagne, pas de télétravail obligatoire. Il est tout simplement conseillé. Et puis une différence notable de style. Angela Merkel a annoncé mercredi dernier ces mesures après une concertation avec les patrons de région allemands, les Ministerpräsident. En France, on a un exercice du pouvoir un peu plus vertical et j'ai l'impression qu'on fait un peu plus confiance avec un peu plus de souplesse dans les entreprises en Allemagne pour appliquer le cadre général et l'adapter au niveau local. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On se retrouve dans quelques minutes.